Bonjour à tous, bienvenue sur Expatimo, le podcast des investisseurs expatriés. Je suis Sébastien, votre hôte. Passionné par l'immobilier et les investissements, j'ai hâte de vous amener dans un voyage passionnant à travers le sujet du jour. Pour me présenter rapidement, je suis le fondateur d'Acheter pour louer. Acheter pour louer est une plateforme innovante qui accompagne les Français expatriés dans leurs investissements immobiliers en France. Si vous avez un projet en tête, que ce soit pour acheter, louer ou investir, n'hésitez pas à me contacter. Alors, sans plus tarder, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Bienvenue dans notre deuxième épisode et nous sommes ravis d'accueillir Fouad à Hong Kong. Fouad, est-ce que tu peux te présenter ? Merci pour l'invitation, c'est un plaisir de témoigner ici. Donc, alors pour te présenter un peu mon parcours, moi ça va faire pratiquement au mois de novembre prochain 7 ans que je suis à Hong Kong. Et puis pour donner un peu mon parcours, moi avant j'étais donc à Paris et je travaillais, donc j'ai fait une école de commerce, avant j'ai fait une école d'ingénieur et puis donc je travaillais à la Défense en banque. Et puis donc j'ai fait 4 ans en banque et puis au bout de ces 4 ans on m'a proposé une opportunité donc soit à Londres soit à Hong Kong, donc j'ai accepté Hong Kong. Et puis donc j'ai une mobilité entre guillemets internationale et puis là ça va faire 7 ans que je suis à Hong Kong. Et donc maintenant nous allons parler d'immobilier. Est-ce que tu peux nous dire quand c'est que tu as commencé à investir dans l'immobilier ? Alors comment j'ai commencé dans l'immobilier ? Alors moi je m'étais fixé un objectif d'acheter un bien immobilier à l'époque, je m'étais mis une target genre à 30 ans il faut que j'ai mon premier bien immobilier. Et du coup à l'époque quand j'étais toujours en France, je crois que c'était en 2015, j'avais pas mal d'amis qui avaient acheté des biens immobiliers dont le neuf. Et du coup à l'époque j'avais acheté, donc on m'avait prospecté, je crois qu'il y avait 2 cabinets de gestion de patrimoine à l'époque qui m'avaient prospecté. Du coup j'avais bien avancé avec l'un des cabinets et du coup j'avais investi dans un premier bien, à l'époque c'était en Pinel. Je travaillais en France et du coup j'étais imposé en France et à l'époque on voit les premiers avis d'imposition etc. On se dit qu'il serait peut-être intéressant d'investir dans la pierre plutôt que de dépenser entre guillemets en impôts. Et du coup, en 2015, j'avais acheté un bien immobilier sur la région lyonnaise et qui avait été livré 2 ans après. Et est-ce que tu connaissais Lyon ? Alors Lyon, je ne connaissais absolument pas. Par contre, je sais qu'à l'époque, Lyon, c'était une des zones économiques la plus dynamique de France. Donc il y avait Paris, il y avait Bordeaux-Lyon. Il y avait aussi Marseille aussi qui se dégageait dans le classement. Et je me suis dit, bon, sur le long terme, Lyon, c'est une valeur sûre. Et en plus de ça, j'avais un ami qui venait de Lyon, qui s'était installé sur Paris. Et quand j'avais discuté avec lui, il m'a dit, ouais, le quartier, il est en totale transformation. Effectivement, quand j'avais analysé les plans, en dehors des plans de l'appartement, j'avais vu que sur l'avenue était en transformation. Il y avait un tramway qui allait être construit, etc. Donc là, je sais qu'aujourd'hui, voilà, il y a le tramway qui passe dans l'avenue, etc. Et depuis 2017, j'ai jamais eu un jour de vacances locatives sur ce bien immobilier. Et il est situé où à Lyon ? C'est Vénissieux, je traverse la route, je suis à Lyon 8. Donc la localisation est top. Localisation top et juste à côté, voilà, ils sont en train de refaire toute la rue et il y a plein de promoteurs immobiliers. Donc ça, c'est un promoteur lyonnais, spécifiquement lyonnais. Et c'est eux également qui font la gestion du bien, qui mettent en location le bien. C'est vrai que Lyon, c'est un super investissement vu que les prix au mètre carré n'ont fait que monter ces dernières années. Et donc, patrimonialement parlant, ton bien a pris de la valeur. Exactement. Donc, alors moi, ce que j'avais apprécié, on va dire, sur cette opération, c'est que à l'époque, quand j'avais emprunté à la banque, en fait, à l'époque, vu que j'avais pas de prêt, c'est la banque qui me demandait à chaque fois est-ce que ça te dirait de faire un prêt immobilier, etc. Donc, c'est eux à chaque fois qui me demandaient, limite. Et quand j'avais acquis ce bien, j'avais eu l'opportunité de faire un financement, donc bien immobilier plus les frais de notaire. Et j'avais également eu un différé de 24 mois. Wow. Et également, j'avais une autre surprise, on va dire, plutôt positive. C'est que lorsque il y a eu la phase de construction du bien immobilier, comme le promoteur a eu beaucoup de problèmes de retard au niveau de la livraison parce que, en fait, conditions météo, il y a eu beaucoup de pluie à un moment. Lorsque le bien était livré, j'avais reçu un chèque de 7 000 € également de dédommagement. Donc, grosso modo, ça a réduit le prix c'est pas mal. du bien immobilier. Et ce que j'avais fait également par rapport à ce bien immobilier, c'est que vu que j'avais mis 0 apport, j'avais un peu d'épargne de côté. J'avais en fait structuré l'investissement dans ce bien immobilier en mettant mon cash dans 2 SCPI. Donc j'avais mis une SCPI, je crois que c'était Quorum Conviction, et une autre SCPI, c'était Perial PFO2. Et du coup, bien sûr, quand on investit dans la SCPI, il y a un délai entre l'investissement et la date de jouissance. Donc, je crois que c'est 3 mois à l'époque. Mais voilà, tous les mois, il y en a une qui verse, je crois que c'est Quorum, il verse tous les mois. Je crois que je touchais 90 €. Et PFO2, je crois que c'est trimestriellement, 190, quelque chose comme ça. Donc
j'étais en différé de 24 mois, mais je touchais déjà des revenus de SCPI. Donc c'est génial, en un projet, tu as fait 2 investissements, donc tu as bien diversifié ton patrimoine, ça c'est top. Et aussi, je me posais la question, est-ce que tu loues toujours ton bien en nu? Là, c'est toujours loué en vide pour le moment, ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis la mise en location du bien, j'ai eu 2 locataires. Donc, et puis voilà, il y a un locataire qui est parti parce que en fait, c'était un couple, ils ont eu un enfant, donc ils voulaient un peu plus d'espace. Et la deuxième personne qui est venue, je crois que c'est une gendarme qui venait de Guyane. Et voilà, je me suis dit que j'allais pas changer les règles, etc. Ouais. Alors que voilà, c'est des locataires qui étaient de bonne qualité. Ok. Donc je me suis dit que je vais laisser les conditions similaires à lorsqu'ils ont signé le bail, pour pas que voilà, pour qu'ils se plaisent. Et puis voilà, le bien, je l'ai visité il y a pas très longtemps. Il est toujours en excellent état. Bien. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que ce bien, donc il y avait un bien, il fait grosso modo, je crois qu'il fait 55 mètres carrés, entre 55 et 60. Et ce qui est intéressant sur ce bien, c'est qu'il y a une énorme place de parking handicapé au sous-sol. Donc je crois que c'est la plus grande place de parking dans tout le sous-sol. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsque j'avais visité ce bien pour la réception du bien, donc voilà, il y a toujours un jour de réception, on doit voir s'il y a des défauts, etc. Ouais. En fait, au départ, il s'était trompé, il voulait m'allouer une autre place de parking. Et je crois qu'il s'était trompé. Et du coup, je m'étais dit, lors de la signature, attends, je crois que j'avais une place de parking un peu exotique par rapport aux autres. Et après, ils m'ont dit, effectivement, tu as raison, etc. Et on va te réallouer ta place en fait, que j'avais dans l'acte authentique. En fait. Du coup, il y a un autre locataire il y a un autre propriétaire qui est un peu déçu parce que il a récupéré sa vraie place. Mais ouais, non, super. Franchement, le projet est bien maintenu. Au rez-de-chaussée, il y a une agence caisse d'épargne. Voilà, c'est vraiment correct. C'est vraiment très bien. Donc. Et est-ce que ce bien, tu continues à le louer en Pinel ou est-ce que tu le loues maintenant en classique? Je me posais aussi la question, est-ce que tu as été impacté par le plafonnement des loyers qui a été mis en place à Lyon il y a quelques années? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis parti, je suis sorti du système Pinel. J'ai toujours gardé, on va dire, j'ai pas réaugmenté je crois que le loyer, en fait, il a augmenté par rapport à l'inflation entre un locataire et l'autre. Je sais qu'aujourd'hui, je pourrais l'augmenter facilement de 80 €, mais on n'a pas forcément voulu choisir sur on n'a pas voulu aller sur ce terrain-là. Pourquoi? Parce que au moment où j'avais un changement de locataire, en fait, il y avait d'autres programmes qui venaient d'être livrés. Et du coup, il y avait beaucoup de biens immobiliers dans le secteur qui étaient mis en place à la disposition sur le marché. Et du coup, si moi j'augmentais, forcément, vu qu'il y avait pas mal d'offres sur le marché, il y avait un risque que je ne loue pas. En tout cas, pour celui pour celui du service gestion. Donc, je l'avais écouté. Puis après, effectivement, c'est vrai que ça s'est loué très rapidement. Et donc aujourd'hui, avec le loyer que tu as actuellement, plus les SCPI, moins le crédit, est-ce que tu es en cash flow positif, à l'équilibre, ou est-ce que tu as un effort d'épargne? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, forcément, comme j'avais un différé de 24 mois, en fait, j'avais des intérêts intercalaires, etc., qu'il fallait prendre en compte. Mais que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les années Covid, là où on avait des taux qui étaient exceptionnellement bas, j'en ai profité pour renégocier le crédit à la baisse. Donc, je crois que je suis passé de... Alors, je ne sais plus si j'étais à 1,8, etc., mais là, je suis passé, grosso modo, je crois que je suis à 1,3 sur le prêt. Après, le loyer, je crois que sur ce bien, je touche plus de 550 € de loyer. 550 € de loyer avec les SCPI. Je crois que j'ai un différentiel. Le crédit, là, il est à 1020 €. 1020 €, donc je suis à 550, plus 80 € de quorum, plus grosso modo 190 divisé par 3. Ouais, je rajoute. J'ai un petit, on va dire, cash flow négatif. Donc j'ai un mini effort d'épargne à faire, mais c'est très minime. Et donc, après ce premier investissement à Lyon, tu es arrivé à Hong Kong donc, il y a quelques années. Et donc, tu as commencé à continuer à développer ton patrimoine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Je crois que c'était en novembre 2017 que je suis arrivé à Hong Kong. Donc, au départ, je voulais prendre mes marques, etc. Je me suis dit, bon, je vais à Hong Kong, je vais être là pour 1 an, 2 ans, je sais pas. Bon, là, ça va faire 7 ans. Et je crois que c'est 2 ans après, je suis parti dans une... En fait, moi, je suis très intéressé par tout ce qui est investissement, etc. Au-delà de l'investissement dans l'immobilier, j'ai fait également d'autres investissements, mais c'est quelque chose qui me passionne en vrai. Et du coup, je suis parti, je me suis dit, bon, l'appartement, c'est sympa, mais comment est-ce qu'on peut aller plus vite et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et en fait, il s'avérait qu'en 2020, on avait des taux qui étaient vraiment exceptionnellement bas, taux immobilier. Je me suis dit, autant en profiter. Et c'est là que je me suis dit, bon, on va passer à la vitesse supérieure. Et du coup, là, j'ai investi dans un immeuble de rapport. Où ça? Un immeuble de rapport. Donc là, je suis sur la région lilloise. Donc rien à voir, je ne connaissais pas Lille, comme Lyon, je ne connaissais pas. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas se diversifier sur la région France?
Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher sur Internet les chasseurs immobiliers. Et du coup, j'ai prospecté 3-4 chasseurs immobiliers de différentes entreprises différentes. Et du coup, je suis tombé, on va dire, j'ai accroché avec un chasseur. Et du coup, il m'a trouvé un bien immobilier qui m'a dit, voilà, j'ai un bien et tout, il faut se positionner vite et tout. Et bon, j'ai posé pas mal de questions et tout. La rentabilité était là, parce qu'on était, on était à plus de 10% brut de rentabilité. Je crois que j'étais à 10,93 sur ce bien-là. Et par contre, il y avait tout à faire, quoi. J'ai juste gardé les 4 murs et j'ai fait, je crois, 180 000 euros de travaux sur l'immeuble. Et quel était le prix du bien? Le bien, je crois qu'il était à moins de 150 000 euros Ah oui, donc il y avait plus de travaux que le prix du bien en lui-même. de travaux. Ouais. Et l'ancien propriétaire, en fait, il voulait se débarrasser de ce bien pour aller sur une autre opération. Il arbitrait son patrimoine. Et du coup, là, voilà, il m'a présenté ça. J'ai fait des visites par WhatsApp. Visite par WhatsApp, visite 3D via Matterport. Donc il avait un appareil, il prenait des photos 3D, il m'envoyait ça. Et après, en fait, je me souviens à l'époque, je courais sur Arbor Road, là, parce que je crois qu'on était en début de période Covid, donc les salles étaient un peu fermées. Et là, je lui ai dit par WhatsApp, vas-y, je te prends ton bien. Et là, il m'a appelé, il m'a dit, vas-y, déconne pas. Comment ça se fait que tu me le prends comme ça, alors que les gens, en général, ils m'appellent 10 fois, ils me posent 50 000 questions et tout. Je fais, non, t'inquiète, je suis sûr, je te prends. Ok. Et du coup, donc je lui ai fait une offre d'achat, qu'il a transmis au propriétaire a accepté. J'avais négocié pour obtenir le bien libre de tout occupant. Finalement, en fait, il y en a un qui est parti, mais il y en a un autre qui est resté. Du coup, voilà, offre acceptée. Et là, je suis parti, voilà, offre prêt à la banque et tout ça. Et pareil, 110% de financement. Ah oui, ce sont des super conditions, surtout quand on est expatrié. Alors, j'avais juste une condition, d'acheter une part sociale. Ça m'a coûté 20 euros. Ah oui, c'est top. Et est-ce que tu peux nous décrire cet immeuble, combien d'appartements et quels travaux tu as réalisés? Alors sur cet appartement, donc au rez-de-chaussée, il y avait 2 locaux commerciaux. Donc un local commercial que j'ai fait transformer en appartement. Donc, parce qu'en fait, il y avait plus de 55 mètres carrés. Et en fait, voilà, c'est quelque chose qui était très bien pour un appartement. Et au niveau des appartements, il me semble, au niveau des étages, j'ai 6 appartements et 2 historiquement locaux commerciaux. Donc un qui est resté local commercial et un qui est un appartement, un grand T2. Ah ouais. Et au niveau des travaux, donc il y a eu énormément de travaux, donc 180 000 euros de travaux. Donc ouais, on a refait pratiquement tous les appartements, division de compteurs, les compteurs d'eau étaient déjà séparés, donc ouais, c'était un peu challenging parce que c'était en pleine période de Covid. Donc les entreprises, elles n'avaient pas le droit d'intervenir sur le chantier, justement à cause des normes sanitaires, etc. Donc il y a eu pas mal de... voilà, il y avait pas mal d'entreprises, pas mal d'artisans en France qui étaient justement en difficulté parce qu'ils devaient payer leurs employés et du coup les chantiers ils étaient un peu à l'arrêt. Mais ouais, c'était un gros projet, mais du coup j'ai eu pas mal de surprises, mais j'ai beaucoup appris par rapport à ce projet-là. Ouais. Combien de temps ça a pris? Donc là, le projet, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau donc du projet, au niveau des travaux, donc la première entreprise avec qui j'étais passé, qui m'a été recommandée par le chasseur immobilier. Donc c'est pour ça que en fait, comme le chasseur immobilier m'a recommandé cette entreprise, en fait, de facto, je lui ai fait confiance, etc. Mais en fait, pour l'entreprise de travaux, en fait, c'était peut-être un chantier qui était trop gros pour cette entreprise. Parce que voilà, cette entreprise, historiquement, elle avait rénové des salles de bain, des apparts, etc. Mais rénover un immeuble complet avec façade, transformation de destination d'appartements, etc. C'était peut-être trop gros par rapport à eux, surtout que on était en période de Covid. Donc au départ, ils commençaient bien. Après, ils ont un problème avec leurs salariés qui préféraient ne plus travailler plutôt qu'aller sur le chantier et d'avoir des risques d'avoir Covid, etc. Et du coup, il y a eu pas mal de retard. Et du coup, j'ai dû aller en justice. Non. Ah ouais? J'ai dû aller en justice par rapport à cette entreprise. Donc, ils ont fini, grosso modo, là, à l'heure actuelle, ils ont fini 99% de tous les travaux. Ouais, parce que c'est pas encore fini là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai gagné un procès, mais je suis parti en appel et il y a un appel au mois de novembre par rapport justement à ces petits 1%. Mais mis à part ça, bon, l'immeuble il tourne très bien. Ah oui, donc il est livré. Ah oui, bien sûr, il est livré, mais il manquait quelques petites choses. Ah Il manquait quelques petites choses et du coup, j'ai dû refaire certains postes par une autre entreprise. D'ailleurs, une entreprise que j'avais connue via un autre immeuble que j'ai acquis après. Parce que là, c'est le premier immeuble, mais après, j'en ai acquis 2 en fait. Et du coup, j'ai dû faire déplacer un artisan d'une région, donc Grand Est, sur la région lilloise. Parce que eux, voilà, quand ils arrivaient, ils finissaient tout.
Et du coup, il y avait une urgence qu'ils interviennent parce qu'il y a eu quelques petites fuites d'eau. Ah ouais. Donc, ils sont intervenus, voilà. Et donc, tu as fait intervenir une autre entreprise alors que la première entreprise était là pour faire les travaux. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, en fait, au niveau de cette entreprise, le problème d'organisation qu'ils avaient, c'est qu'ils commençaient les travaux, mais en fait, ils acceptaient d'autres chantiers. Donc, en fait, au lieu de se focaliser sur un chantier à 100%, bah, en fait, ils étaient là 20% ici, un autre chantier là-bas, et du coup, en fait, ils n'étaient jamais concentrés. Et du coup, à un moment, voilà, à chaque fois, ils revenaient sur le chantier, ils repartaient. Ah Et du coup, moi, j'étais obligé d'appeler, on en est où, on en est où. Et à un moment, vu que moi, j'avais plus le temps, parce que je voulais justement continuer sur d'autres opérations immobilières, bah, j'ai lancé commandement de reprise de travaux via l'huissier de justice. Et puis après, quand il recevait le document de l'huissier de justice, c'est là qu'il m'appelait, ah non, mais on va reprendre, etc. Et en fait, j'étais toujours obligé de mettre la pression via l'huissier de justice. Je crois que j'ai fait 2 ou 3 commandements avant qu'il puisse reprendre. Et du coup, là, j'ai dit, bon, écoute, on perd trop de temps. Donc là, j'ai engagé un avocat, qui est d'ailleurs très bien. Et donc, huissier, commandement de reprise de travaux, etc., constat huissier, tribunal région lilloise, condamnation. Et du coup, là, il y a une condamnation. Bon, il m'a quand même remboursé les frais de justice au titre de l'article 700. Ouais. Et du coup, là, normalement, il devait reprendre et finaliser en fait cette dernière partie avant fin avril, ce qui n'a pas été le cas. Mais là, du coup, j'avais anticipé avec l'avocate. Et du coup, là, on part en appel au mois de novembre pour faire condamner. Et, bon, a priori, on devrait remporter la condamnation parce que l'entreprise n'a pas constitué d'avocat. Voilà, je suis plutôt confiant par rapport à ça, mais bon. Et donc, avec ce retard de travaux et peut-être des frais supplémentaires, est-ce que tu es dans le budget que tu avais prévu? Est-ce que tu rentres dans tes frais? Alors, Le en budget. fait, ce qui est intéressant avec les biens immobiliers que j'ai, hors le premier appartement, c'est que par exemple, vu que là, je suis dans une rentabilité je crois que j'étais à 10,93, en fait, les loyers que je touche me permettent de payer tout ce qui est frais annexes, Ok. frais d'avocat, frais d'huissier, frais comptables, parce que j'ai également délégué la gestion comptable. Ok. Et du coup, voilà, si demain, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le cycle de vie d'un bien immobilier, il y a toujours des petites rénovations, changer un ballon d'eau chaude, changer une porte, etc. Donc, tous ces coûts-là, en fait, sont absorbés par la gestion en fait, la gestion locative, et les loyers, en fait, couvrent. Bien entendu, C'est dans sûr. un premier temps, le remboursement du crédit, parce que là, je crois qu'on est sur un crédit à 1500. Ouais. Et en fait, les loyers couvrent complètement toutes ces charges-là. Donc, à la limite, j'ai même pas besoin de gérer, c'est géré en automatique. Ouais. Mais bon, moi, après, j'aime bien aussi gérer, j'aime bien gérer mes biens et tout ça. Et du coup, non, ce bien, il tourne, j'ai envie de dire, il tourne bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai un ami qui a acheté à 500 mètres également de ce bien immobilier. Ouais. Donc, et vu que lui, il est en France, demain, si je lui dis, ouais, est-ce que tu peux passer voir quelque chose, etc., voilà, il peut assez facilement se déplacer. Et puis, voilà, c'est un peu mes yeux localement. Il me dit ce qui se passe. Et puis, pareil aussi, j'ai délégué la gestion immobilière à une agence qui se trouve proche du bien immobilier. Ok. Donc, c'est assez facile pour la mise en gestion immobilière, les visites. Si demain, il y a un problème, ils peuvent se déplacer rapidement. Et du coup, voilà, j'ai préféré tout déléguer à des professionnels dont c'est le métier. Et donc, à aujourd'hui, le local commercial est loué nu. Et comment tu loues les appartements? En meublé ou en nu? Alors, il y a une petite spécificité par rapport à ça, c'est que avant de partir sur ce bien immobilier, sur cette transaction, en fait, j'étais passé par un fiscaliste Ouais. pour mettre en place une stratégie fiscale. Ouais. Et du coup, donc le fiscaliste, en fait, il m'a posé des questions, etc. On est parti sur une stratégie fiscale sur 10 ans. Et du coup, au niveau de la stratégie, on est parti sur une ségrégation de destination, c'est-à-dire on a trois biens immobiliers en LMNP, parce que quand on est expatrié, en fait, au niveau des critères fiscaux d'expatriés versus des personnes qui sont en France, on a le critère domiciliation, revenus du foyer, les revenus locatifs, etc. Donc là, en fait, si par exemple on est en France et qu'on a des revenus élevés, en fait, la limite au niveau des loyers pour ne pas passer en LMP, en fait, peut être capée par rapport aux revenus. Plus de 23 000 euros. Exactement. Et par contre, quand on est expatrié, on a un cap. Ouais. Alors, je sais plus, c'est 15 500 ou 23 000, je sais plus. 23 000. Voilà, c'est ça. 000, et du coup, on a exactement mis ces 3 appartements pour que les loyers x3, en fait, ils ne dépassent pas ce cap, pour pas que je passe automatiquement en loi meublée professionnelle. Ok. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et du coup, tous les autres, in fine, sont mis dans la partie location nue. Ok. Donc, déficit foncier. Et vu que j'avais fait pas mal de travaux, donc 180 000 euros de travaux,
En fait, ça, on a on a une ardoise de travaux qui est reportable sur 10 ans. Donc aujourd'hui, depuis que je fais la déclaration avec l'expert comptable, on n'a jamais payé d'impôt en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 2 biens immobiliers que j'ai acquis, on a fait des travaux. Donc à chaque fois, je partais, je rénovais un appart. Donc un appart, c'est quoi? 23 000 euros de travaux, grosso modo. Parce qu'après, les autres biens, on a des apparts de 60 mètres carrés. Donc voilà, ça rapporte du déficit foncier. Et du coup, là, je sais que sur les prochaines années, à part si changement de législation fiscale, je sais que je ne vais pas payer d'impôt. Intéressant. Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur la localisation de ce bien? Alors là, je suis à 10 minutes de Lille. Ok. Je suis en voiture, hein? 10 minutes de Lille en voiture. Et puis même, en fait, il y a un train. En fait, grosso modo, c'est la 2e ville lilloise. Ok. Donc, quand les étudiants quittent Lille, ils viennent dans cette ville. Et du coup, c'est une ville en totale transformation. Ce qu'il faut savoir, c'est juste en face de mon bien, il y a une nouvelle résidence qui a été construite. C'est-à-dire en logements qui ont été vendus en surplan. Et du coup, oui, c'est une ville qui est plutôt attractive. Donc, j'ai pas de problème pour louer. Et puis, même pour les locaux commerciaux, j'ai même été prospecté par la mairie. Parce qu'au niveau de la mairie, en fait, ils ont une pile de dossiers de commerce, de gens qui veulent se lancer dans du commerce. Et ils cherchent du coup des locaux, en fait. Et donc là, c'est quoi comme type de commerce? Donc là, j'ai une personne qui vend des vêtements. Et j'ai une autre personne qui vend du café. Donc c'est totalement différent, mais voilà, je voulais pas trop de métiers de bouche, de trucs qui apportent du monde. Voilà, je voulais aussi que les locataires soient qu'ils soient au calme. Et est-ce qu'il y a des places de parking? Alors il n'y a pas de place de parking, mais au niveau de la rue, en fait, je suis sur une avenue où il y a des places publiques. Il y a un peu de places payantes, mais du coup, c'est assez facile de se garer à côté, quoi. Et au niveau des locataires, quel type de locataires tu as? Est-ce que ce sont des étudiants, des couples, des personnes âgées? Alors on a un peu de tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les travaux, j'ai réussi à garder un locataire parce qu'il voulait pas. Je lui ai proposé. J'ai même proposé de le payer. Il voulait pas. Il m'a dit non, je reste dans le bien immobilier, etc. Donc je lui ai dit ok, bon, il y aurait quand même un peu de bruit, etc. Il m'a dit non, il n'y a pas de problème. Et du coup, on a rénové son appartement en dernier. Donc là où il a été, on va dire correct, c'est que pendant la rénovation, temporairement, en fait, on a réussi à le faire déplacer dans un appartement rénové. On lui a dit, bon, ça c'est ton appart pendant 2 mois, et puis après tu reviendras dans ton appart, et ça va, il a joué le jeu, qu'on a réussi à le déplacer, etc. Et le deal que j'avais avec lui, c'était que s'il restait, qu'on n'augmentait pas son loyer. Donc aujourd'hui, il est dans un logement pratiquement tout rénové, et il a son ancien loyer qui était de 380 euros, alors que les nouveaux loyers sont 430. Donc ça passe pas bien. Donc lui, je crois qu'il travaillait dans le bâtiment. Après, effectivement, il y a des étudiants, parce qu'en fait, à côté, il y a une école d'infirmières, d'infirmerie, etc. Donc il y a ça. Et puis après, il y a des jeunes cadres. Il y a des jeunes cadres, je crois qu'il y a un cadre dans la santé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Lille, il y a pas mal de zones, je crois que c'est Euralille ou je sais plus quoi, où il y a des zones où il y a pas mal de startups dans le domaine de la santé. Et du coup, les gens ils sont plutôt corrects. De toute façon, c'est comme Lyon, c'est une zone hyper tendue et difficile de trouver des logements. Donc, exactement. C'est sûr que c'est aussi un bon investissement là. Exactement. Donc pas trop de difficultés à mettre en location. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que vu que nous, on a fait des travaux, on a tout rénové, en fait, les gens, ils venaient, ils rentraient dans les logements, ils se disaient, ah ouais, je le prends direct. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais passé aussi par une architecte d'intérieur. Donc l'architecte d'intérieur, elle a optimisé les espaces, elle a mis des couleurs un peu sympas, des couleurs un peu tendance, etc. Mais qui ne soient pas trop, on va dire, tendance sur le short terme. C'est des trucs sur 10 ans, on sait qu'on pourra toujours le relouer avec la nouvelle cuisine, etc. Donc c'était nouvelle isolation. Et en parlant de rénovation énergétique, avec l'interdiction de louer les bâtiments qui sont classés E, F ou G dans les années à venir, c'est quelque chose que tu as pris en compte lors de ton achat et lors de la rénovation? Les DPE, effectivement, c'est des trucs qu'on a pris en compte. Donc la première chose qu'on avait faite dans la rénovation de cet immeuble, c'était de changer les fenêtres. Donc changer les fenêtres, double voire triple vitrage. Et après, effectivement, isolation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je crois le premier appart en neuf que j'avais acheté, on était sur des normes RT 2012. Et là, au niveau de la rénovation, au niveau de l'isolation, on est des normes encore supérieures. Chauffage électrique, on a enlevé tout ce qui était gaz pour optimiser aussi la consommation électrique. Donc il n'y avait plus de gaz. Et aussi au niveau de l'intérieur, vu que les espaces étaient optimisés, même pendant le Covid, en fait, les gens ils se sentaient bien à rester dans l'appart, à travailler depuis la maison et tout ça. Donc c'était l'espace aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Notamment par rapport au retour d'expérience sur la partie Covid. Donc voilà, donc ça c'est le premier immeuble.
Après, au niveau, donc 2 ans après, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur une autre opération. Ah oui, tu es passé sur un deuxième projet, mais est-ce que le premier était déjà fini? Alors, j'avais toujours les problèmes avec l'artisan, Ouais. et je me suis dit, ça va pas m'arrêter là. Et Ouais. en fait, le temps que je perdais, l'énergie que je perdais, en fait, avec parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je travaillais genre de 8h à 19h. Ouais. Je rentrais chez moi, c'était une autre journée qui commençait. Journée légale, etc. Monter le dossier avec l'avocat et tout, parce que mine de rien, ça demande beaucoup d'énergie. Et à un moment, dans ma stratégie, je me suis dit, bon, ça me fait perdre du temps cette histoire. Comment est-ce que je peux faire pour essayer de gagner le temps perdu? Ouais. Et là, je me suis dit, plutôt que de mettre toute mon énergie dans cette affaire, bon, on va faire en sorte que l'affaire continue, mais je vais partir sur encore une plus grosse opération pour encore gagner tout ce que j'ai perdu avec cette histoire. Et du coup, vu que j'avais prospecté en fait des chasseurs immobiliers au moment où j'avais acquis ce bien immobilier, donc en fait, j'avais un autre chasseur immobilier, en fait, j'en avais contacté 3. Il y en a un qui n'était pas très réactif, c'était sur la région Bordeaux, je crois. Ouais. Et l'autre qui m'a répondu, c'était la région Grand Est, Strasbourg, Mulhouse, etc. Et du coup, à un moment, je lui envoie. En fait, c'est toujours quand je faisais mon sport le soir, là, je lui envoie un message vocal, je lui dis, est-ce que tu as des biens intéressants et tout. Il me fait, ouais, là, j'ai un super bien, etc. Comme quoi, la prospection, le fait de garder le contact, etc., ça peut vraiment aider, ça peut payer. Et là, il me dit, ouais, j'ai un super bien d'une personne qui veut s'en débarrasser parce qu'il veut quitter la région et tout ça. Et du coup, il veut pas. En fait, à l'époque, il voulait donner le bien à ses enfants, mais il voulait pas s'en occuper. Et il me dit, voilà, dis-moi si ça t'intéresse. Et là, je fais, ok, envoie-moi les photos, envoie-moi le dossier. Donc le dossier, c'est toujours un PDF avec tous les apparts, taxes foncières, les revenus locatifs, etc. Et là, on était à 14% de rentabilité. Ouais. 14% de rentabilité. Et là, je lis le truc, je lui dis, je te le prends. Pareil sur WhatsApp. Et là, il me fait, non, mais t'es sérieux et tout ça. Je fais, ouais, t'inquiète. Et cet immeuble, il est situé où? Il est situé à Mulhouse. Ah oui, ok. Ce qu'il faut savoir en fait que donc lui il était il est chasseur immobilier sur la région Grand Est, Ouais. Mulhouse, il connaît un peu Strasbourg et les alentours. Et du coup là ce qu'il faut savoir c'est que moi à l'époque j'écoutais beaucoup de podcasts sur l'immobilier, etc. Je m'intéressais beaucoup à l'immobilier et je sais que j'avais vu Mulhouse comme la ville la plus rentable de France. Et en fait je me dis attends Mulhouse, ville plus rentable de France, etc. Il y a quelque chose à faire. Et du coup, je lui dis, allez, je te prends le bien. Et du coup, il me fait, ouais, mais est-ce que tu as le financement et tout? Je fais, t'inquiète pas, je vais tout faire en sorte pour que le financement passe. Et il est à combien l'immeuble? Donc là, l'opération totale était à 480 000. Ok. Donc là, par contre, on est sur un plus gros immeuble. L'immeuble d'avant, je crois qu'on était dans les 300 mètres carrés. Ouais. Là, on est dans les 400, je crois qu'on est plus de 460 mètres carrés. Ouais. Donc 8 appartements et un grand local commercial de 110 mètres carrés au rez-de-chaussée. Et du coup, là, pareil, je passe par une banque. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, avant de passer à la banque, je fais un business plan. Donc en général, quand je présente à la banque, en fait, toutes les banques me disent t'es le premier à nous présenter ça, quoi. Ouais. Donc je prépare donc le business plan avec la démographie, l'évolution de la ville. Est-ce qu'on avait une ville industrielle avant? Est-ce qu'on est passé sur une ville start-up, etc. Et je présente ça. Donc je présente ça à 6 banques. Ouais. 6 banques et j'en retiens une qui me propose les meilleures conditions. Et à l'époque, donc j'ai eu le financement. Par contre, j'ai pas eu le 110%. Ouais. Donc j'ai dû mettre un collatéral de 60 000, Ouais. 60 000 euros que j'ai dû placer dans des produits financiers. Donc 15% à peu près. Ouais, grosso modo, 15%. Et que j'ai placé dans les produits financiers qui m'ont rapporté plus de 20% de rentabilité. Parce qu'à l'époque où j'ai investi, c'était où les marchés, en fait, limite, c'était moi qui mettais la pression pour dire est-ce que je peux investir maintenant? Et du coup, j'ai investi dans des. En fait, c'est des fonds indexés avec des sous-jacents actions. Ok. Et du coup, je sais, voilà, moi, ma zone de prédilection, c'est les US. Les US avec le marché un peu français. Et là, on voit que S&P, c'est record historique. 440, pareil, on a battu le record et tout ça. Donc, le collatéral, il n'y avait pas de souci. Collatéral, il n'y avait pas de souci. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi par rapport à ce bien, c'est que je voulais faire je voulais rénover un appart, justement pour créer du déficit foncier. Donc, en fait, tous les appartements étaient loués. Donc, il y en avait 8. Donc, il y en avait 7 loués. Local commercial loué avec un bail jusqu'en 2026. Ouais. Et du coup, il y avait un appartement. Je devais emprunter donc 20 000 euros pour faire des travaux. Et là, la banque m'a dit, écoute, pas de problème, on se fait un crédit conso. Et là, j'ai eu un crédit conso à 1,3 à l'époque. Ouais. Et le crédit conso que j'ai eu, le taux est inférieur au dernier crédit que j'ai eu. Wow. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que les intérêts du crédit conso, l'expert comptable arrive à déduire ça
voilà, dans la stratégie, etc. Donc en gros, c'est top. Et donc sur les biens et le local commercial, tu n'as pas fait de travaux? Il faut savoir également sur ce local commercial, et c'est vraiment la beauté du local commercial, c'est que quand on est sur un bail professionnel du local commercial, limite on peut uniquement donner les 4 murs au preneur, donc le preneur, et c'est le preneur qui va se débrouiller. Donc le preneur avait fait 110 000 euros de travaux dans le local commercial. Comme en fait c'est un bien, en fait c'est un local à destination de métier de la bouche, donc il avait dû mettre en place un système d'évacuation d'air avec des filtres, avec 2 moteurs, un sur le toit, un au rez-de-chaussée, etc. Bon, il y avait pas mal de normes à respecter, et toutes ces normes ont coûté des frigos derrière, hermétiques, etc. Donc voilà, tout ça a coûté. Et je sais que derrière, ça a apporté de la valeur à mon bien parce que voilà, ils ont fait le carrelage, évacuation des eaux, filtration des graisses et tout ça. Donc voilà, il y a eu pas mal d'investissements effectués. Et c'est un bien qui, c'est un bien qui est vraiment cash flow positif, mais extrême sur ce bien. Donc, Alors, quand tu parles de rentabilité extrême, est-ce que tu peux nous donner des chiffres? alors là, j'ai quoi? Sur ce crédit-là, je suis à. Donc au niveau du. Il me semble que sur le crédit, je suis à 1500. Au niveau du crédit travaux, je crois que je suis à 300 euros, crédit conso. Et par contre, ce bien, il me rapporte assez facilement. Bon, bien des fois, il y a des charges, etc. Parce que je dois remplacer des portes et tout ça, mais sans trop de problème, il me rapporte 4500 euros sur le compte. Et donc, la stratégie ici, c'était de rénover un appartement. Et donc, ce qui veut dire que dans les années prochaines, tu auras sûrement d'autres appartements à rénover qui aussi te permettront d'avoir du déficit. Oui, après, effectivement, dès qu'il y a un changement de locataire, on essaye en sorte de mettre un petit coup de peinture ou remettre en état s'il y a vraiment quelque chose de cassé, quoi. Mais en général, petit coup de peinture, ou au pire, je vais changer une cuisine, je vais mettre une nouvelle cuisine équipée. Et avec l'artisan que j'ai, qui est très bon et qui avait même réussi à se déplacer dans une autre région pour faire des travaux, lui, il vient en 2 semaines, il peut me remplacer une cuisine. En 1 mois, il peut me retaper un appart. Et donc là, les 8 appartements, tu les loues pas en meublé, mais tu les loues en nu, c'est ça? Donc les 8 appartements sont loués en nu. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais déjà atteint la limite possible pour le LMNP sur la région Lille. Donc tout est loué en nu. Et le local commercial, pareil, c'est loué en nu, parce que c'est lui-même qui a amené ses machines pour la gestion de son activité. Et du coup, pareil, là, tous les biens, pareil, j'ai toujours en fait le même expert comptable qui, dans la stratégie fiscale, englobe que ce soit l'appartement en région lyonnaise, Lille ou Mulhouse. Et du coup, voilà, sur l'interface, ce qui est bien, c'est que tout est ségrégué par type de stratégie fiscale. Et puis, c'est à moi d'uploader les documents une fois par an. Puis après, il m'envoie ma liasse fiscale et j'ai juste à mettre sur le site internet les chiffres qu'ils m'ont donnés, en incluant justement la partie fiscale des SCPI. Tout ça, c'est un peu différent pour déclarer en fonction d'où se trouvent les biens, est-ce que c'est en Europe ou pas. Ok, très bien. Et à quelle date tu as signé chez le notaire pour cet immeuble? Donc ça, c'était il y a 2 ans. Donc là, j'avais acheté 2017, 2020, c'était en 2022. 2022. Et cet immeuble, il est situé dans le centre de Mulhouse? Alors, ce qu'il faut savoir, donc je suis dans le centre de Mulhouse. Donc je pense que les gens ici qui écouteront, ils verront où c'est. En fait, alors la chance que j'ai eue, alors je ne sais pas si c'est la chance ou le hasard, c'est que en fait l'avenue d'où se trouve le bien immobilier va être entièrement rénovée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le deuxième bien que j'ai acheté sur Mulhouse se trouve également dans une avenue qui sera rénovée et passée en avenue piétonne. Donc je pense que sur le long terme, c'est quelque chose qui va apporter de la valeur au bien. Parce que je sais que sur le premier bien en neuf que j'avais acheté, où le tramway est passé, en fait, j'avais refait, recertifié la valeur du bien, etc. Et je sais que le bien avait pris 75 000 euros entre la date d'achat de 2017. Donc 2015 livré en 2017 et je crois que c'était 2023, plus 75. Oui, donc bien situé. Et est-ce qu'il se loue bien cet immeuble? Et puis toujours loué. Bien sûr, des fois il y a des gens qui doivent partir parce qu'ils quittent la zone, etc. Ils quittent la région des fois même. Mais taux d'occupation très bien. Local commercial au rez-de-chaussée. Ce qui est bien, c'est que juste en face à droite, j'ai un parking public. Donc si je voulais en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les cons, je pourrais refaire un autre appartement de 60 mètres carrés. Et la mairie pourrait facilement valider parce que justement, le PLU, donc le plan local d'urbanisme, demande de créer des places de parking pour un nouvel appartement créé. Mais vu qu'il y a des places de parking publiques à côté, je pourrais assez facilement créer un nouvel appart. Mais par rapport au prix du mètre carré de la ville, c'est plus intéressant de prendre cette somme-là et de partir dans une nouvelle opération que de créer un nouvel appart.
Ok, et au niveau du DPE, du diagnostic de performance énergétique, il était classé quelle lettre cet immeuble? Faut savoir sur ce bien, c'est qu'au moment où je l'ai acheté, il y avait l'ancien propriétaire qui avait fait une isolation externe sur l'arrière de l'immeuble. Donc tous les biens étaient déjà classés en D. Ah ouais. Ouais. Donc Ouais. je sais que sur le long terme, j'avais pas de problème pour soit augmenter les loyers ou peut-être même le revendre demain. Parce que ce qu'il faut savoir aussi dans la stratégie, c'est que quand on achète un bien immobilier, idéalement, moi ce que je fais en tout cas, c'est bien négocier à la baisse, en dessous du prix du marché, pour pouvoir anticiper une revente. Donc lorsqu'on le revend, même si on le vend au même prix, au moins on ne perd pas. Si on le revend au vrai prix du marché, bah là on est gagnant et à court terme, et puis même à long terme. Parce que vu qu'en fait tu achètes en dessous du prix du marché, si demain tu le vends, c'est-à-dire même au prix du marché actuel, bah, vu que tu l'avais acheté en dessous, bah, en fait tu es déjà gagnant en fait. Tu as déjà une plus-value. Bon, après moi ma stratégie c'est de garder sur le long terme. Parce que voilà, c'est des biens qui, au niveau cash flow, c'est là. Et puis du coup, pour le moment, je vois pas la nécessité de vendre ces biens, sachant que comme les taux négociés ont été des taux très attractifs, aujourd'hui, quand je vois dans certains pays de l'inflation à 4, 5, 10%, bah en fait, le fait d'avoir acheté des biens immobiliers avec un taux très avantageux, en fait, permettent de se hedger contre l'inflation, donc de se couvrir contre l'inflation. Donc je me dis, voilà, peu importe l'inflation en France, l'augmentation du prix du gaz, etc. Moi, j'ai toujours un taux qui a 1,4 capé sur 25 ans. Ah oui, sur 25 ans, et c'est le cas pour tous tes immeubles? Le dernier, j'ai emprunté uniquement sur 22 ans, c'était le max. Ouais, Mais sur les autres, je crois que le premier bien, c'était 25 ans. ouais. Le deuxième, pareil. Et puis le troisième, c'était max 22. Je pouvais pas. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Pour un expat, hein. Après, je sais que si j'avais été en France, ça aurait été possible. Et donc maintenant, est-ce que tu peux nous parler de ton dernier immeuble? Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que donc là, je regarde. Moi, je regarde en fait dans la big picture au niveau de tous les biens parce qu'à un moment, quand on gère plein de biens, faut voir la vision d'ensemble. Et je me dis, bon, il y a la région Grand Est, ça cartonne plutôt pas mal. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la zone, de la région un peu Mulhouse, Strasbourg, on n'est pas très loin de l'Allemagne et de la Suisse, donc une région très dynamique. Et en fait, la région de Mulhouse, moi je ne suis pas originaire de Mulhouse, je connaissais absolument pas Mulhouse, mais en fait, cette zone qui était anciennement industrielle commence à se transformer. On voit plein de projets où il y a des zones, des anciennes friches qui sont transformées en zones où il y a des énormes lofts, où il y a pas mal d'entreprises qui commencent à s'installer. Là, par exemple, au niveau des JO, on voit qu'il y a pas mal de délégations qui sont parties à Mulhouse pour s'entraîner et se préparer, notamment par rapport au changement, au décalage horaire. Donc c'est une ville qui commence à attirer beaucoup de gens. Et du coup, là, je recontacte ce chasseur immobilier et je lui dis alors, est-ce que tu as du nouveau et tout. Il me dit ouais, là, j'ai un super bien encore. Il faut que je vende parce que faut que je parte sur une opération à 900 000 euros. Parce qu'en fait, eux, ils sont deux chasseurs de biens. Ils prennent, en fait, ils achètent en fait, ils ont un gros parc immobilier. Hein. Le chasseur, je crois qu'il a plus de 100 appartements. Wow. Et en fait, à deux, ils achètent beaucoup de mètres carrés, ils rénovent et ils revendent. Okay. Et je crois que là, ils devaient partir à deux sur une grosse opération à 900 000. Ah oui, ce sont des marchands de biens. Ils sont marchands de biens, ouais. Et là, il me dit, ouais, là, en fait, j'ai un bien, il faut que je l'arbitre. Je viens juste d'acheter, ça fait moins d'un an. Vas-y, je te le vends. Et du coup, je dis, vas-y, envoie-moi des photos et tout. Et du coup, il m'envoie les photos. Et là, je commence à négocier le prix. Et il me dit non, vas-y, le prix que tu me proposes, il est trop bas et tout. Sachant qu'avant, j'avais déjà négocié le prix de 50 000 euros sur le précédent bien. Et je lui dis bon, moi, tu sais que si je m'engage, je vais tout faire pour te le prendre. Donc, il n'y a pas anguille sous roche. Et du coup, là, en fait, je discute avec un notaire de la ville. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à 500 mètres aussi de cet immeuble, il y a le même ami en fait qui avait acheté à 500 mètres de moi à Lille, a également acheté à 500 mètres de moi à Mulhouse. Et du coup, en fait, je contacte son notaire et je lui dis, est-ce que vous connaissez ce bien? Parce que normalement, les notaires de France doivent déclarer le montant du prix de vente des biens immobiliers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur certaines zones, les notaires, alors je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, ils n'ont pas l'obligation de déclarer les prix. Donc du coup, moi, je voyais pas le prix en fait. Donc je contacte le notaire, donc via mon ami qui avait fait la transaction, et je lui demande, est-ce que vous connaissez ce bien? Il me dit, oui, je le connais très bien, parce qu'il y a un acte authentique en cours. Et en fait, le bien qu'il me proposait était déjà en acte authentique. Et du coup, moi, je lui fais une offre. En fait, il me dit non, forcément, parce que j'avais proposé moins que l'autre acheteur. Et du coup, donc, je laisse couler. Et là, il revient vers moi, il me dit, est-ce que tu es toujours intéressé, etc. Et là, genre combien de temps après?
Un mois et demi. Ah oui. Un mois et demi. Et du coup, quand je vois le message, je recontacte le notaire. Et le notaire, donc je l'appelle et il me dit oui, le précédent client n'a pas eu son offre. Donc, il n'a pas réussi à se faire emprunter. C'était au moment où il y avait le Haut Conseil pour la stabilité financière, etc., qui avait mis des critères sur l'obtention des prêts et tout ça. Et du coup, je contacte le notaire et le notaire me donne le prix précédent d'achat. Moi, j'avais l'info. Donc, je le contacte, je lui dis écoute, je te propose tant, je te le prends tout de suite. Donc et encore plus bas que la première offre que tu lui avais fait. Ouais. Et là, il me dit mais jamais de la vie, je te le vends à ce prix-là, etc. Et après, je lui dis non, mais si, je pense que c'est un bon prix. En plus, toi, tu veux partir sur une autre offre, etc. Et à un moment, il me dit mais pourquoi tu me proposes ce prix? Jamais de la vie, j'ai acheté à ce prix-là. Et là, bon, je joue carte sur table avec lui, je dis voilà, je sais que tu as acheté à ce prix-là, etc. On a des relations en commun, ils m'ont dit et tout. Et là, il se braque, il me dit je te le vends pas. Et du coup, je laisse couler une semaine et là, je reviens vers lui. Je lui dis bon, écoute, toi, tu veux partir sur une opération, mettons notre ego de côté. Faisons que l'opération se passe, comme ça toi tu peux partir, etc. Il me fait ouais écoute, t'as totalement raison et tout. Et puis là du coup en fait j'ai acheté au même prix que lui avait acheté plus les frais de notaire. Comme ça en fait il perdait zéro. Et du coup j'ai acheté le bien. Aussi immeuble, donc immeuble de rapport. Donc là je suis à pratiquement à 800 mètres du précédent immeuble. Tous les biens sont loués. Donc j'avais tous les biens loués, tous les appartements. Je crois qu'il y avait 6 appartes. Possibilité de créer un nouvel appart dans les combles. 2 locaux commerciaux vides. Donc ils étaient vides volontairement parce que l'ancien chasseur de biens ne voulait pas mettre en location. Parce qu'il voulait comme les locataires c'est des personnes âgées, il ne voulait pas trop qu'il y ait de bruit, etc. Et du coup là j'ai réussi à louer un local commercial, une personne qui vend des vêtements également. Et là j'ai une possibilité il y a une personne qui serait intéressée pour louer le deuxième local commercial et qui serait dans le design de fenêtres. Il vendrait des fenêtres, donc voilà, il n'y a pas trop de bruit, etc. Comme ça, il fera des belles fenêtres. Belle fenêtre, j'espère qu'il me fera des prix. Et du coup, locataire, plutôt personnes âgées. Je crois qu'il y a une locataire qui est là depuis 1974. Elle a un bail, c'est en francs. Waouh. Ouais, et 230 € son bail. Interdiction d'augmenter les prix, etc. Bail protégé. Mais c'est pas grave, ils se sentent bien, etc. Et là, je suis à plus de 12% de rentabilité brute. Et là, pareil, le bien tourne tout seul. Ce qui est intéressant sur ce bien, c'est que également ils vont refaire l'avenue. Et au niveau de la partie commune, c'est un peu les anciennes parties communes de la région Grand Est où on a des tapisseries au niveau des murs, etc. C'est un peu à l'ancienne, mais ça a son charme, quoi. Donc il n'y a pas de travaux là. Alors là, il n'y a aucun travaux à faire. Aucun travaux à faire. Ce que j'ai fait, c'est que comme en fait il y avait des portes qui étaient quand même assez anciennes, donc c'était des portes avec une partie vitrée au milieu. Donc ça, c'est des trucs, voilà. Et je sais que là récemment, il y a un locataire qui est parti. Directement, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai changé la porte. Voilà, on a sécurisé la chose. Mis à part ça, aucun travaux à faire. Aucun travaux à faire. Et puis les gens, ils sont assez satisfaits. J'ai même, je crois que j'ai remplacé un toilette d'une locataire parce que les précédents propriétaires, des fois, ils veulent pas trop faire de travaux, etc. La personne était là depuis super longtemps. Je lui ai changé son toilette, elle est super contente. Voilà. Et à chaque fois, quand je viens, ils disent le nouveau propriétaire, il est sympa. Mais tu as été à Mulhouse? Ah non, tout à distance, encore une fois. Donc tu n'as jamais été de ta vie à Mulhouse? Alors si, j'y suis déjà allé parce que maintenant, j'ai rencontré l'agence immobilière qui gère 2 de mes immeubles, qui gère aussi l'immeuble d'un de mes amis qui est sur place. L'artisan aussi. Maintenant, c'est lui qui connaît tous mes biens. Dès qu'il y a un truc à faire, je lui fais confiance, je le laisse gérer. Donc des fois, j'y vais quand je suis en passage en France. Je prends le train, j'y vais, ne serait-ce que pour voir localement les biens. Et puis des fois, on me fait visiter aussi d'autres immeubles sur place. Et du coup, maintenant, je commence à connaître les agences immobilières, les agents immobiliers commencent à me connaître. Parce qu'ils savent que quand je suis, on va dire, persuadé qu'un bien intéressant, je le prends direct. Et pour cet immeuble, est-ce que tu as financé avec les mêmes banques? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces biens immobiliers ont été financés par des banques différentes. Pourquoi? Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors je fais pas de généralité avec toutes les banques, mais en fait, quand une banque, elle a déjà, ce que j'ai observé personnellement, c'est quand une banque, en fait, elle a déjà un client comme client, elle va moins faire d'efforts pour te proposer les meilleures conditions. Par contre, quand c'est une nouvelle banque qui t'a pas encore comme client, elle va, j'ai l'impression que par défaut, elle te propose des meilleures conditions que la banque avec qui tu es depuis 10 ans, 10-15 ans, quoi. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis passé par une banque que j'avais sollicitée lors de la transaction précédente. Pour ce bien, je crois que j'avais sollicité pareil 6 ou 7 banques. Donc, j'ai toujours présenté mon business plan, etc. Et la meilleure offre, en fait, c'était la personne que j'avais
sollicité lors d'une précédente transaction que je connaissais déjà, parce que eux à l'époque ils faisaient un KYC par visio, donc on s'était déjà eu au téléphone, le contact était bien passé, etc. Et là pareil, j'ai eu exactement la même condition que la banque précédente, c'est-à-dire qu'il fallait que je mette 60 000 euros en collatéral. Donc pareil, collatéral sous-jacent Action France. Et pareil, là, les actions ont cartonné, donc super. Je suis parti sur des fonds indexés luxe, et là on a vu LVMH, Kering, ça cartonne. Air Liquide aussi un peu. Donc voilà, plutôt bonne stratégie. Et là, je crois que je suis à plus de 20%, pareil. Et donc maintenant, avec un appartement et 3 immeubles de rapport, est-ce que tu veux continuer à développer ton patrimoine? Alors là, la stratégie que j'avais, c'était soit continuer dans l'immeuble de rapport. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, la stratégie que j'ai, c'est la stratégie cash flow rentabilité. Qui dit cash flow rentabilité dit que faut gérer les entrées-sorties, ça demande de la gestion active, même si derrière il y a l'agence qui gère, mais des fois, voilà, je suis là un peu à chapeauter l'agence. Par rapport à l'histoire des travaux, j'étais là limite à administrer une entreprise de rénovation, alors que c'est pas mon métier, mais j'étais là comment une entreprise de travaux générer du cash flow, ne pas se diversifier sur 10 chantiers, mais peut-être mettre une équipe sur un chantier pour apporter du cash flow à l'entreprise et gérer mon chantier pour continuer et livrer le chantier. Donc je faisais de l'administration qui n'était pas forcément mon métier, donc ça demande un peu d'effort. Donc je sais qu'il y a d'autres personnes, ils n'aiment pas trop ça. Aussi, je sais que chez certaines personnes, les travaux font peur. Travaux, salle de bain, cuisine, ça fait peur. Mais moi, j'ai déjà fait peut-être 10 rénovations d'appart là, donc pour moi, c'est normal maintenant. Donc plus tard, la stratégie, ça va être soit de partir dans du patrimonial, c'est-à-dire appart ou immeuble avec de la belle pierre. Bien entendu, quand on part sur ce type de produit, on est sur un prix au mètre carré plus élevé, qui dit également rentabilité inférieure avec un effort d'épargne. Ou l'autre idée que j'avais, c'était de construire, mais plutôt à l'étranger. Mais par contre, ça aussi, la différence, c'est que c'est apport cash, donc la possibilité de leverager des fonds prêtés par des banques françaises, c'est un peu plus compliqué. Et quand tu parles de l'étranger, c'est où les idées? Alors là, je connais pas mal de personnes qui ont investi à Lombok, pas mal qui ont investi à Bali, Canggu, Seminyak ou Ubud au niveau des rizières. Et voilà, quand je parle avec eux, il y a un taux de rentabilité qui est quand même assez intéressant. Par contre, là, c'est que du Airbnb. Voilà. Donc après, c'est une stratégie qui est aussi différente. Louer le terrain, on n'est pas propriétaire. Construire, au bout de 30 ans, que se passe-t-il? Est-ce qu'on renouvelle? Est-ce qu'on rend la maison, on refait une autre opération? Voilà, c'est une stratégie qui est totalement différente. Une gestion de risque aussi qui est différente. Donc là, si je pars sur ce type de projet, c'est plutôt à but de diversification. En fait. Ah oui, intéressant. Donc là, c'est la réflexion du moment. Voilà, réflexion du moment. Et puis à côté, il y a toujours d'autres... moi, j'aime bien aussi investir en bourse. Les ETF, j'aime bien. Le marché, moi, ce que j'aime bien, c'est le marché US. Disait Warren Buffett, c'est on fait confiance à l'économie américaine et peu importe ce qui se passe, Prime, Covid, etc. On voit que sur le long terme, le marché il est toujours up. Et bien entendu aussi par certaines boîtes, on a des très belles boîtes en France. Kering, je parlais d'Hermès tout à l'heure, Air Liquide. On a des très très belles boîtes, Dassault Systèmes, Dassault Aviation, etc. Avec le Rafale qu'ils ont énormément à l'étranger. Bon, les banques un peu moins, les gens ne trustent pas trop les banques françaises. Mais du coup, il y a l'économie française, américaine. Je suis très bullish sur certaines boîtes et les ETF, 440. Il y a le marché indien aussi qui est très intéressant. Nifty 50 avec les boîtes qui ressemblent les 50 plus grosses capitalisations en Inde. Donc voilà, moi je suis plutôt bullish sur ces 3 marchés-là, mais pas trop sur le marché Hong Kong ou chinois bizarrement. Donc voilà, diversification. Il ne faut pas trop non plus diversifier, mais voilà, moi je suis persuadé que l'idée, moi, ma stratégie, bon, ça va dépendre également des autres investisseurs, mais moi, ma stratégie quand je pars sur l'immobilier, c'est de leverager à 100% la banque quand c'est possible, et le cash que j'ai, de l'injecter dans d'autres assets qui, eux, vont générer de la rentabilité. Donc ça peut être la SCPI, tout à l'heure je parlais des SCPI, ou actions ETF qui, eux, vont générer également de la rentabilité, voire du dividende. Tout ce qui est généré peut être réinvesti dans l'immobilier. Donc, tout à fait. Voilà. Moi, le conseil que je donnerais, c'est l'immobilier peut faire peur. Quand on regarde au niveau du passé, on se dit, attends, ça fait déjà 5 ans que j'ai bien immobilier, tous les mois, il y a des loyers qui tombent en automatique sur le compte. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant, en fait? Donc moi, le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Voilà. Mais bon, à l'époque, je n'avais pas les connaissances et je n'avais pas rencontré de personnes qui me parlaient de l'immobilier, etc. Moi, je me suis formé en lisant des bouquins, en écoutant des podcasts. J'espère que ce podcast inspirera plus d'un et d'une personne.
Et du coup, ouais, quand on commence à mettre le pied à l'étrier, on se dit non, mais il faut absolument que je continue. Et après, bien sûr, j'aimerais bien partir dans l'acquisition de centres commerciaux, etc. Mais bon, pour ça, faut des fonds, quoi. Ah ben, en plus, là, peut-être qu'il va falloir penser à rentrer en France. C'est comme ceux qui ont plus de 100 appartements, il y en a certains. Et ben, c'est difficile de gérer à distance. Après, c'est vrai que moi, dès le départ, en fait, j'ai pris la stratégie de déléguer à des personnes dont c'est le métier, donc stratégie fiscale, fiscaliste, comptable, expertise comptable, qui gèrent d'ailleurs beaucoup d'expatriés qui sont hors de France. Du coup, c'est pour ça qu'ils font tout à distance, etc. Après, effectivement, tout ce qui est notaire, avocat, j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui sont en fait très dans le digital. Et je pense que la période Covid a beaucoup aidé, parce qu'aujourd'hui, on peut signer électroniquement. Bah oui, avant, depuis Hong Kong, on ne pouvait pas signer en électronique. Hein, exactement. Au départ, c'était compliqué. Je me souviens, à chaque fois, ils me disaient envoie-nous un DHL et tout. À chaque fois, je devais payer 35 $ US pour envoyer un DHL. Et sur le long terme, j'ai vu que c'était direct, VeriSign, signature. Je recevais un SMS, en 2-2, c'était réglé. Et pareil pour les notaires, on signe à distance avec la webcam. Ou limite, le dernier bien, je me suis même pas connecté, j'ai délégué ça à mon artisan. Je lui ai dit, vas-y, je te délègue, signe pour moi. Il s'est déplacé, il a signé, et ils lui ont même donné les clés. Le Covid, mine de rien, a rendu service sur la digitalisation du service immobilier, et franchement, c'est une belle chose. Ça fait gagner beaucoup de temps. Au niveau des banques, au niveau de tout ce qui est aussi agence IMO, maintenant, les biens en fait sont visités, ils mettent Matterport, on a le plan 3D, on peut visiter, si on a un casse-vierre, c'est encore mieux. Et en fait, on voit le bien comme si on y était, on n'a même pas besoin de se déplacer en fait. Et ça rend également service à l'agent immobilier qui lui n'a pas forcément besoin de se déplacer pour faire des visites. Des fois, ça demande de l'implication et du temps. J'ai observé qu'il peut avoir aussi un manque de réactivité, que ce soit au niveau de la banque. Souvent, des fois, ils sont en vacances. Ils partent en vacances sans prévenir. C'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de jours fériés, de vacances. Voilà. Il y a des périodes où il vaut mieux pas les contacter. Exactement. Et pareil, au niveau de la gestion, au niveau de l'agence, des fois, on demande un truc, ils mettent 3 jours pour répondre. Moi, je travaille en banque d'investissement, donc quand j'envoie un mail, j'attends d'avoir une réponse dans les 2-3 minutes. Quoi. Donc des fois, je me dis, attends, ça fait une journée, 2 jours, que se passe-t-il? Et du coup, j'envoie, est-ce que vous avez bien reçu? Oui, désolé. Puis ouais, moi, j'appelle directement. Dès qu'il y a un truc, je décroche mon téléphone, j'appelle. Pareil, des fois, on a quand il y a un changement de gestion entre un ancien propriétaire et un nouveau propriétaire, j'ai l'impression que des fois, les locataires traînent un peu des pieds pour mettre en place les nouveaux RIB, pour faire les virements, etc. Et voilà, des fois, je vois que l'agence, ils sont pas très réactifs, etc. Moi, j'appelle direct. Bonjour, est-ce que tout va bien, etc. Et voilà, des fois, je mets un peu le pied à l'étrier, mais une fois que la machine tourne, tout va bien. Et des fois, voilà, moi, je vais juste intervenir pour essayer d'optimiser certains process. Mais après, une fois que c'est optimisé, je fais confiance à la gestion, peut-être même à l'expertise comptable. Des fois, par rapport à leur site internet, je leur remonte que pour les expatriés, ce serait bien qu'ils mettent telle option, et ils nous disent, et après l'année d'après, en fait, ils mettent en place ces informations, et du coup, moi, ça m'aide à déclarer plus facilement ou à mettre en place à uploader les documents sur leur interface plus rapidement. Et aussi, ce qui est un peu embêtant, c'est quand on gère beaucoup de biens immobiliers, il faut être très organisé pour tout ce qui est gestion. Ah bah oui, avec le nombre d'immeubles et d'appartements, il faut bien être organisé. Chaque bien, chaque appartement. Après, des fois, il y a des interventions de maintenance dans des apparts, donc il faut classer les factures et tout ça. Tout ce qui est prêt, etc. Faut bien classer, il faut bien expliquer aussi à l'expert pour qu'il puisse allouer un pourcentage au niveau des biens. Lui, il va prendre un crédit sur un immeuble, il va allouer X% au LMNP, X% en nu, etc. Donc voilà, il y a un travail d'éducation aussi pour que l'optimisation financière soit la plus parfaite possible. Oui, en fait, cela demande beaucoup de temps, mais en même temps, tu en es conscient et c'est quelque chose qui te plaît. Exactement. Merci Fouad pour ton intervention pour ce second épisode. Merci pour l'interview. Expatimo, le podcast est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre support et n'hésitez pas à partager cet épisode avec votre famille, vos amis, et pour nous soutenir, merci de nous mettre un commentaire et une note 5 étoiles, cela nous aide beaucoup. Expatimo est créé par Acheter pour louer. Si vous avez un projet en tête, que ce soit pour acheter, louer ou investir, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous accompagner.